Autorités et classes politiques au Mali se félicitent lundi de la tenue du premier tour de l'élection présidentielle. Les attaques dans le centre et le nord du pays n'ont en rien perturbé le scrutin. Signature lundi d'un accord entre l'Érythrée et la Somalie, l'acte posé à Asmara porte sur l'établissement de relations diplomatiques et l'envoi d'ambassadeurs dans les capitales respectives. 4 ans après la disparition de façon inexpliquée du vol MH370 de la Malaysian Airlines, le rapport d'enquête suscite la colère des familles des victimes. Elle déplore qu'il n'apporte rien de nouveau. C'est l'essentiel à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Autorités et classes politiques au Mali se félicitent lundi de la tenue du premier tour de l'élection présidentielle. Les attaques dans le centre et le nord du pays n'ont rien à perturber le déroulement du scrutin, du moins les premières déclarations obtenues. Ça et là, reportage. Plus de 8 millions d'électeurs étaient convoqués pour reconduire pour 5 ans le président malien Ibrahim Boubacar Keïta ou lui préférer un de ses 23 concurrents. Le taux de participation n'était pas connu dans l'immédiat, mais elle s'annonçait faible selon les premières constatations d'observateurs électoraux. Selon un décompte du ministère de l'administration publique, c'est dans plus de 600 bureaux de vote du centre du Mali que le scrutin n'a pu avoir lieu, pour plus de 70 dans la région de Tombouctou. Des hommes armés avaient braqué la pinasse qui transportait du matériel électoral sur le fleuve Niger, près de Gourma-Rarousse, dans la région de Tombouctou. À Lafia, le vote n'a pu se tenir non plus, les urnes ayant été incendiées dans la nuit de samedi à dimanche par des djihadistes présumés. Des observateurs et des élus locaux ont également relevé les incidents les plus graves dans le nord et surtout le centre du pays, autour de Mopti. Les premiers résultats ne sont pas attendus avant ce mardi ou mercredi. Les résultats officiels provisoires d'ici à vendredi, avant un éventuel second tour le 12 août. La communauté internationale attend du vainqueur une relance de l'accord de paix signé en 2015 par le camp gouvernemental et l'ex-rébellion à dominante Touareg, dont l'application accumule les retards. Les Zimbabwéens ont également voté en masse et dans le calme ce lundi dans le cadre des premières élections générales depuis la chute du président Robert Mugabe. Des scrutins historiques organisés dans un climat de suspicion de fraude. Au total, 23 candidats étaient en lice pour la présidentielle organisée en même temps que les législatives et les municipales. 23 candidats sont en lice pour la présidentielle, mais le scrutin se joue entre l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, et l'opposant Nelson Chamisa. Pour ces scrutins historiques, la commission électorale a annoncé une forte participation à la mi-journée. De longues files d'attente s'étaient formées à l'aube devant de nombreux bureaux de vote à Harare. Le président Emmerson Mnangagwa, qui a voté dans sa ville natale de Kwekwe, dans le centre du pays, s'est félicité que la campagne ait été pacifique, tout comme le vote. Je suis heureux que la campagne ait été pacifique et que le vote aujourd'hui soit aussi pacifique. Je n'ai aucun doute que le processus électoral reste pacifique jusqu'au bout. En début d'après-midi, ce fut au tour de Robert Mugabe, accompagné de son épouse, de voter. Il s'est refusé à tout commentaire, même si la veille, il avait, lors d'une conférence de presse surprise, donné sa voix au leader de l'opposition et appelé les électeurs à faire chuter la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Le chef de l'opposition, Nelson Chamisa, qui a pour sa part voté à Harare, dit n'avoir aucun doute que son parti est en train de gagner ces élections. Le peuple a parlé, le peuple parle et il est clair que cette élection est une élection pour la victoire, pour la liberté, pour la démocratie, pour un nouveau Zimbabwe, pour une nouvelle direction. Je n'ai aucun doute sur le fait que d'ici la fin de la journée, nous entendions s'exprimer clairement une voix très nette en faveur du changement, une voix très nette en faveur de la nouveauté et de la jeunesse, ce que j'incarne.
Le président sortant Emmerson Mnangagwa reste toutefois favori de la présidentielle, mais l'écart entre les deux hommes s'est récemment réduit dans les sondages. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé le 8 septembre prochain. Signature lundi d'un accord entre l'Érythrée et la Somalie. L'acte posé à Asmara porte sur l'établissement de relations diplomatiques et l'envoi d'ambassadeurs dans leurs capitales respectives. Longtemps accusé de soutenir des militants islamistes qui cherchaient à renverser le gouvernement intérimaire de Mogadiscio, l'Érythrée a signé lundi avec la Somalie un accord pour l'établissement de relations diplomatiques. Cette action a intervenu à l'occasion de la première visite à Asmara d'un président somalien depuis l'indépendance de l'Érythrée en 1993. Elle fait suite au récent dégel spectaculaire entre l'Érythrée et l'Éthiopie et marque une nouvelle étape dans le réchauffement des relations entre pays de la Corne de l'Afrique. Les deux pays avaient depuis plus d'une décennie des relations tendues en raison notamment du soutien présumé d'Asmara aux islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda et qui ont juré la perte du gouvernement somalien. Ces accusations valent à l'Érythrée d'être sous le coup de sanctions de l'ONU depuis 2009. Mais Asmara a toujours contesté ces accusations et les derniers rapports des experts de l'ONU montrent qu'il n'existe pas de preuves d'un tel soutien. Ce nouvel accord stipule que l'Érythrée soutient fermement l'indépendance politique, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie, ainsi que les efforts du gouvernement pour restaurer la stature légitime de leur pays. 4 ans qu'a disparu de façon inexpliquée le vol MH370 de la Malaysian Airlines. Très attendu, le rapport d'enquête publié suscite la colère des familles de victimes. Elle déplore qu'il n'apporte rien de nouveau sur ce qui reste le plus grand mystère de l'aviation civile moderne. On s'en souvient encore comme si c'était hier. La disparition inexpliquée en 2014 de l'avion de Malaysian Airlines, vol MH370, avec 239 personnes à bord. Un rapport d'enquête publié lundi en Malaisie a ravivé la colère des familles de victimes. En effet, elles espéraient que ce rapport officiel leur apporte des informations leur permettant de faire leur deuil plus de 4 ans après le plus grand mystère de l'aviation civile moderne. Mais pour les proches de disparus, le rapport n'apporte aucune nouvelle information. Comme l'ont dit les membres de notre équipe, nous n'avons rien détecté d'anormal du côté des pilotes. C'est tout ce que j'ai dit. Nous n'avons pas dit qu'ils n'avaient rien fait. C'est une possibilité qui n'est pas exclue. Pour ma part, j'ai l'impression que les recherches avaient une portée plutôt limitée. Elles étaient basées sur des informations qui leur avaient été fournies au préalable. Elles n'ont donc pas été menées de manière indépendante. À ce stade, on estime qu'il n'y a rien de nouveau dans ce rapport, rien que nous ne sachions déjà. Mais il souligne des manquements de la part de plusieurs agences gouvernementales ou des choses qui auraient pu être mieux faites, des protocoles qui n'ont pas été respectés, des instructions qui n'ont pas été suivies. L'équipe d'enquêteurs est incapable de déterminer la véritable cause de la disparition du MH370. C'est ce que conclut ce rapport de 400 pages. Une vingtaine de débris découverts n'ont pas permis d'élucider le mystère. En bref, et en image, cette fois en République démocratique du Congo, la tension monte grandissant à quelques heures du retour annoncé de Jean-Pierre Bemba, de sources concordantes. L'ancien chef de guerre et ancien vice-président est attendu dans la capitale congolaise le 1er août. Le MLC, le mouvement de libération du Congo, est à pied d'œuvre pour une mobilisation réussie. Kinshasa, qui grouille déjà de monde, sera davantage sous les feux de la rampe le 3 août. Date à laquelle est attendu l'autre fils emblématique du pays, Moïse Katumbi. Contrairement donc aux informations véhiculées sur les réseaux sociaux, le voyant en compagnie d'Américains, Moïse Katumbi regagne son pays natal entouré de son précaré politique. Autre date majeure du mois d'août à retenir,
Le 31, Alain Daniel Tchekoumba de Mission Nouvelle donc, sera également au contact des Kidois, une sortie médiatique qui s'annonce des plus époustouflantes au regard des ambitions politiques affichées de l'homme. Et c'est sur cette information que nous refermons l'actualité. On retrouve Johannes Toanou pour parler sport dans un court instant. Johannes Toanou, bonjour. Nombreux sont-ils dans les championnats européens, mais moins on en parle cette fois. On ouvre cette page des sports avec les nouvelles d'un Africain. Tout à fait, Kodjovi Ametonou. On aurait aimé que ce soit en de gros chiffres et pourquoi pas pour un joueur qui va dans un club encore plus grand. Il s'agit de Koné Bakary, l'homme à 30 ans, défenseur central du Burkina Faso. Il a trouvé un point de chute. Ankara-Gusu, c'est un club promu en première division turque, comme vous pouvez le voir sur les images. L'international burkinabé de 78 sélections quand même, passé par Lyon, venait de résilier son contrat avec Malaga, le club espagnol. Il signe pour 2 ans avec une 3e année en option. Et il a été présenté en compagnie d'Olanrewaju Keinde, qui lui a signé un contrat de 3 ans et est un attaquant de pointe. Alors, le marché du transfert continue donc de s'arriver. Les autres avec vous, Johannes Toanou. Tout à fait. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent, il faut l'avouer. Mais nous allons parler de Anderson qui a signé à Adana Demirspor. Tenez-vous bien, l'ex-joueur de Manchester United de 30 ans vient donc de rejoindre un club de 2e division turque. Le joueur de 30 ans compte, on s'en souvient, 9 sélections avec le Brésil. En Italie, une nouvelle recrue est attendue à la Lazio de Rome dans les prochaines heures. Le club Bianco Celesto, 5e du dernier exercice de Serie A, est sur le point d'accueillir le vice-champion du monde, Milan Badelj. Ce dernier débarque en provenance de la Fiorentina, où il évoluait lors des 4 dernières années. Il est arrivé dans la cité éternelle ce lundi. Autre joueur arrivé cet hiver en provenance du Rubin Kazan, Adem Villa, lui, a officiellement prolongé son contrat jusqu'en 2022. C'est du côté de la Saint-Étienne, c'était ce lundi. Alors, les Bleus en vacances, mais les nouvelles se succèdent et souvent très bonnes. Chelsea est même prête à faire des folies pour N'Golo Kanté. Tout à fait. Selon The Times, le contrat de N'Golo Kanté va être revalorisé. Le champion du monde français pourrait toucher le plus gros salaire du club. Excusez du peu, il devrait donc passer à 290 000 livres, soit 325 000 euros par semaine, et deviendrait donc le joueur le mieux payé du club, très loin devant un certain Eden Hazard qui est actuellement à 220 000 livres par semaine. Kanté a été acheté, on le sait, en juillet 2016 depuis Leicester pour 35,8 millions d'euros. Quelle que soit donc la forme, si vous êtes moche et que vous gagnez la Coupe du Monde, ça rehausse les égos. Tout à fait. Allez, merci donc à vous, Johannes Toanou. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité se poursuit sur ce cas. Restez donc à notre compagnie.